Élise Morel vivait dans une petite ville de l'est de la France, un endroit qui semblait oublié par le tumulte du monde moderne, comme si le temps lui-même avançait plus lentement entre ses rues pavées et ses maisons aux volets délavées par les années. Chaque matin, la lumière pâle du soleil glissait doucement le long des murs en pierre, caressait les rebords des fenêtres et venait se poser sur les étals du marché encore silencieux. L'air portait l'odeur du pain chaud, du bois humide, et parfois celle du linge propre suspendu entre bâtiments étroits. Les gens se connaissaient tous, on se saluait par le prénom. Les nouvelles circulaient plus vite que le vent, mais elles parlaient surtout de récoltes, de fièvres saisonnières ou de mariages à venir. Élise travaillait, chez son oncle, dans une petite pharmacie à l'enseigne verte, dont la clochette tintait doucement à chaque fois que la porte s'ouvrait. Elle passait ses journées à mesurer des plounes, à remplir de petits flacons d'alcool médicinal, à nouer des sachets d'herbes séchées. Ses gestes étaient précis, presque silencieux. Elle aimait cette routine. Elle aimait le sentiment discret d'être utile, d'apaiser des douleurs simples, des maux ordinaires, des vies qui continuaient sans drame. Quand les journaux commencèrent à parler de guerre, cela lui sembla appartenir à un autre monde. Les hommes lisaient à voix haute sur la place, les sourcils froncés, mais leurs mots se perdaient dans le chant des oiseaux et le bruit des roues de charrettes. Rien ne semblait pouvoir atteindre cette ville, protégée par l'habitude. Puis, un matin, les cloches de l'église sonnèrent sans interruption. Un son long grave, qui vibrait dans la poitrine. Les gens sortirent dans la rue. Les visages changèrent. Les affiches de mobilisation furent collées sur les murs. Les conversations cessèrent d'être légères. Sur le quai de la gare, Élise regarda les trains s'éloigner, remplis d'hommes trop jeunes, trop confiants, trop silencieux. Elle sentit, sans encore le comprendre, que sa vie venait de basculer dans un monde dont on ne revient jamais vraiment. L'école du village fut vidée en une journée. Les pupitres disparurent, empilés dans la cour comme des souvenirs inutiles. À leur place, on installa des lits de fer, serrés les uns contre les autres, au point qu'on ne pouvait passer qu'en se glissant de profil. Les murs portaient encore des cartes de géographie, des lettres de l'alphabet, des traces de crémal effacées. L'enfance était toujours là, figée, tandis que la guerre entrait sans frapper. L'air changea rapidement. Une humidité lourde s'installa, mêlée à l'odeur du métal, du linge bouilli et des produits antiseptiques. Les fenêtres restaient à moitié couvertes, laissant passer une lumière grise, presque malade. On parlait à voix basse, non par respect, parce que chacun sentait que le moindre bruit pouvait faire éclater la fragilité du moment. Élise se porta volontaire sans réfléchir longtemps. Elle croyait encore qu'il s'agissait de soigner, d'aider, de réconforter. Elle n'imaginait pas que la souffrance humaine pouvait avoir une telle profondeur, une telle densité, qu'elle semble peser physiquement dans l'air. Le premier train de blessés arriva au crépuscule. Les brancards entraient sans pause. Des bottes couvertes de boue séchée, des manteaux raides de pluie et de sang. Certains hommes gémissaient, d'autres fixaient le plafond sans ciller. Un jeune soldat agrippa le poignet d'Élise avec une force désespérée pendant qu'on l'emmenait vers la salle d'opération. Il répétait un seul mot, comme une prière brisée. Ce soir-là, Élise comprit que la guerre n'était pas un événement. C'était une marée qui submergeait tout. Très vite, elle découvrit que la guerre avait une présence invisible, quelque chose qu'on ne voyait pas mais qui envahissait tout. L'odeur, elle était partout. Dans les drapes, dans les cheveux, sous les ongles.
Une odeur de terre mouillée, de laine humide, de chair ouverte, de métal chauffé par le sang. Même les murs semblaient l'absorber. Elle rentrait parfois chez elle tard dans la nuit, les épaules lourdes, les mains tremblantes. Elle se lavait longuement, frottait sa peau jusqu'à la brûlure. Pourtant, l'odeur restait, accrochée à sa mémoire. Elle la retrouvait dans son sommeil, dans le goût de l'eau, dans l'air du matin qui n'avait pourtant rien à voir avec l'hôpital. Elle comprit alors que certaines choses ne quittent jamais vraiment ceux qui les ont respirées. Certains blessés arrivaient enveloppés de bandages qui couvraient entièrement leur tête. Sous les tissus, il n'y avait plus de traits reconnaissables. Des éclats, des brûlures, des impacts avaient effacé ce qui faisait d'eux des individus. Ils respiraient à travers des tubes, parlaient difficilement, parfois pas du tout. Quand Élise changeait les pansements, ses mains restaient stables, mais son souffle se faisait court. Elle s'obligeait à regarder. Ne pas détourner les yeux était, pour elle, une forme de respect. Ces hommes avaient eu une enfance, un rire, un regard, même si le monde ne pouvait plus le voir. Cela avait existé. Un jour, l'un d'eux murmura « Est-ce que je ressemble encore à quelqu'un ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde, sans réponse possible. La nuit à l'hôpital était différente du jour. Le bruit ne disparaissait pas. Les cris devenaient des gémissements, les voix des chuchotements. Les lampes projetaient des ombres tremblantes qui faisaient paraître les murs vivants. Chaque pas dans le couloir résonnait comme un écho lointain. Élise passait de lit en lit. Tenir une main moite, ajuster un drap, donner quelques gouttes d'eau, dire des mots simples qui ne promettaient rien, mais empêcher le silence d'engloutir complètement la pièce. Parfois, un soldat se réveillait en sursaut, les yeux ouverts, mais ne voyant rien ici. Il était encore ailleurs, dans la boue, sous le bruit des explosions. Elle restait de lui jusqu'à ce que son souffle ralentisse. La nuit était un océan sombre, et elle avançait à l'aveugle. Au fil des semaines, Élise comprit que son travail ne se limitait pas aux pansements et aux bassines d'eau tiède rougies par le sang. Beaucoup de soldats, allongés dans des lits trop étroits pour contenir leurs souvenirs, lui demandaient de devenir leurs mains. Leurs doigts tremblaient, leurs bras refusaient parfois d'obéir, ou bien la douleur montait à chaque mouvement comme une marée invisible. Alors elle s'asseyait près d'eux, un carnet posé sur ses genoux, et écoutait. Il parlait lentement, comme s'il marchait dans la neige. Les phrases se brisaient, s'arrêtaient, reprenaient ailleurs. Certains dictaient des mots simples. « Je vais bien. Ne t'inquiète pas. La nourriture est suffisante. » Des mensonges doux, fabriqués pour protéger qui attendaient à des centaines de kilomètres. D'autres voulaient raconter le bruit, la boue, les visages disparus, puis s'arrêtaient soudain, le regard fixé sur un point invisible, incapable d'aller plus loin. Élise écrivait tout, même les silences. Elle apprit à reconnaître le moment où un homme comprenait qu'il ne reverrait peut-être jamais celui ou celle à qui il parlait. Sa voix changeait alors, devenait plus lente, plus basse, comme si chaque mot était une marche descendue vers le fond de lui-même. Beaucoup de ces lettres ne partirent jamais. Les hommes mouraient avant que l'enveloppe ne soit fermée, ou bien l'état-major interdisait certains détails. Les feuillets restaient dans une boîte en bois, dans un coin du bureau, lourdes phrases suspendues. Parfois, la nuit, Élise les relisait. Elle avait l'impression d'entendre des voix qui n'existaient déjà plus, comme un chœur lointain, que seul le silence permet d'écouter. Tous les blessés ne criaient pas. Certains étaient d'un calme qui inquiétait plus que les hurlements. Ils regardaient le plafond, les mains posées à plat sur la couverture, les yeux ouverts trop longtemps.
On les appelait, ils répondaient avec un léger retard, comme si leur esprit devait parcourir une grande distance pour revenir. Élise s'asseyait parfois près d'eux sans parler. Elle avait appris que le silence peut être une forme de présence. Elle changeait un pansement, lissait un drap, vérifiait un bandage, puis restait là simplement. Dans ces moments, on entendait le spasme du tissu, le souffle irrégulier, le bois du bâtiment qui travaillait sous le froid de la nuit. Un soir, un soldat murmura, sans la regarder, « Je suis resté là-bas. Celui qui est revenu, ce n'est pas moi. » Elle comprit que certaines blessures n'avaient ni couleur ni forme. Elles ne saignaient pas, mais elles dévoraient lentement ce qui faisait tenir un homme debout. Elles n'avaient ni mots, ni remède. Seulement sa présence immobile, fragile, face à quelque chose qui dépassait tout. L'hiver arriva sans prévenir. Le froid entra par les murs, par les fenêtres mal isolées, par les portes qui s'ouvraient trop souvent. Les seaux d'eau gelaient presque la nuit. Les respirations formaient de petits nuages au-dessus des lits. Les corps déjà affaiblis tremblaient davantage. Les blessures cicatrisaient plus lentement. Les infections semblaient gagner du terrain comme une armée invisible. Les doigts d'Élise devenaient engourdis malgré les gants. Elle réchauffait ses mains autour d'une tasse de soupe avant de retourner au travail, puis plongeait de nouveau dans l'eau. Le linge, la peau fragile. Dehors, la ville figée. Moins de rires, moins de pas dans les rues. À l'intérieur, la guerre continuait, enfermée dans les murs de l'hôpital, respirant au rythme des blessés. La nuit, le vent faisait vibrer les vitres. Élise avait parfois l'impression que le bâtiment tout entier flottait dans une mer noire, isolé du reste du monde, portant à lui seul le poids de milliers de vies brisées. Avec le temps, quelque chose changeait en elle. Non pas l'indifférence, jamais, mais une forme de résistance silencieuse. Ses gestes devinrent plus sûrs, plus rapides. Elle savait, au premier regard, qui avait une chance, qui n'en avait presque plus. Cette connaissance ne la rendait pas plus forte, elle la rendait plus grave. Elle se surprenait parfois à manger près des salles de soins, à parler d'une voix calme au milieu des gémissements. Elle avait appris à vivre à côté de l'horreur, comme on vit près d'un fleuve en crue permanente. On ne l'arrête pas. On apprend seulement où poser le pied pour ne pas être emporté. Mais certains jours, une chose minuscule brisait cette fragile armure. Une chanson fredonnée par un soldat, une photo sortie d'une poche, un rire inattendu. Alors la réalité revint d'un coup, violente, et elle devait s'éloigner un instant, respirer contre un mur froid, les yeux fermés. Quand la guerre se termina, il n'y eut pas de moment clair où tout s'arrêta. Les blessés continuaient d'arriver. Les amputés apprenaient à marcher de nouveau. Les visandés restaient cachés. Le bruit avait changé, mais la souffrance restait. Élise sortit un matin très tôt, alors que le ciel était encore gris clair. L'air était froid, mais propre. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'entendait ni ordre, ni pas pressé. Seulement le vent dans les arbres. Elle comprit que le monde continuait. Mais en elle, quelque chose était resté dans ces salles, entre les lits de fer, dans l'odeur des draps et le murmure éteinte. Elle avait vu l'être humain au bord de lui-même, dépouillé d'eau, réduit à un souffle fragile. Elle n'était plus la jeune fille de la pharmacie. Elle portait maintenant un poids invisible, fait de regards, de mains serrées, de mots interrompus. La guerre s'était terminée pour le monde, pas pour elle.